Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle grande tribune de la présidentielle. Nous recevons aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Pour vous interviewer, Marc Endevel, notre chroniqueur politique préféré. Bonjour Marc. Bonjour. Bonne année à tous et bonne année à vous deux. Alors, pour cette grande tribune de la présidentielle, on reçoit, vous le savez, des candidats et des candidates. Nous en recevrons d'autres dans le cours de ce trimestre, mais nous recevons également des acteurs, des observateurs ou des soutiens d'un certain nombre de candidats. Et évidemment, on attend tous la candidature, la déclaration de candidature du président Emmanuel Macron. Et c'est, j'imagine, au titre de ses soutiens, que la ministre déléguée à l'Industrie va aussi pouvoir nous parler de ce qu'on peut attendre du nouveau projet, d'un éventuel nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Alors peut-être deux mots sur votre parcours, Agnès Pannier-Runacher. On ne vous connaît pas forcément toujours très bien. Vous vous êtes nommée le 16 octobre 2018 et on peut dire que vous avez redonné, c'est très clair, des couleurs à l'industrie après 20 ans de déshérence et de déclin. On l'a vu aussi avec la crise. Le sujet de l'industrie est revenu au devant de la scène avec cette question des relocalisations. Le plan France Relance met beaucoup d'argent. Vous nous donnerez le bilan de ces mesures et de ces actions que vous menez au quotidien pour essayer de faire revenir les industries et les usines dans les territoires. Et puis, bon, pour rappeler bien sûr votre parcours, vous avez eu un parcours très varié qui vous a conduit à la fois dans l'administration, comme inspectrice des finances, vous avez travaillé à la PHP, donne peut-être aussi quelques compétences en matière de santé dans la période actuelle. Vous êtes occupé de la logistique de tout ce qui était livraison des vaccins au moment où il a fallu les faire venir. Et puis, vous avez travaillé dans l'industrie, puisque vous travaillez chez l'équipementier français Faurecia. Donc, vous avez évidemment, sur ces problématiques aussi de logistique et de conséquences de l'après-crise, beaucoup pu observer ça sur le terrain. Et enfin, à la Caisse des dépôts, dans deux postes importants, les participations stratégiques que vous avez dirigées pendant une époque. Et puis, votre dernier poste avant d'être ministre, vous étiez directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, donc secteur touristique, s'il en est impacté aussi par la crise. C'est dire à quel point on est ravi de vous recevoir, parce que vous êtes aujourd'hui au cœur, je dirais, du réacteur de tout ce qui est en train de se passer. Alors peut-être première question avant de démarrer sur tous les sujets qu'on voudrait aborder avec vous, c'est juste l'actualité, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une forte désorganisation depuis le début de l'hiver avec les deux vagues successives, celle de Delta qui est en train de se terminer, remplacée immédiatement par Omicron. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? On dit beaucoup qu'avec le télétravail, avec les cas contacts successifs, c'est vraiment un peu le bazar. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie de ce premier trimestre? Alors, à ce stade, nous n'avons pas remis en cause notre prévision de croissance. Je rappelle que cette prévision de croissance, elle est de 4% de croissance du PIB pour l'année 2022, qui succède à une performance de croissance qui est la plus élevée depuis 50 ans, de l'ordre de 6,7%. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans notre quotidien à chacun, il y a des complexités avec la vague Omicron qui est extrêmement contagieuse. Mais lorsqu'on regarde les chiffres macroéconomiques, ce que nous disent les entreprises, on les a réunis à plusieurs reprises, c'est que pour le moment, ils tiennent avec des taux d'absentéisme qui sont inférieurs à 10%. Pour donner une idée, au plus haut de la crise, au moment du premier confinement de 2020, on était sur des taux d'absentéisme de 35%. Alors, ce n'est pas facile. Les enfants, les personnes qui ne peuvent pas venir au travail, le télétravail, mais ça tient. On a beaucoup craint quand même des impacts, notamment dans les chaînes logistiques. J'en parlais un petit peu sur les conséquences de la crise Covid. Est-ce que vous avez des inquiétudes ou est-ce que vous prenez des mesures face notamment les sujets, on a parlé de risque de pénurie dans un certain nombre de secteurs? Alors sur ça, la grande distribution et les acteurs de la logistique nous ont rassurés en nous disant qu'ils ne voyaient pas de tension qui les conduirait à être en situation de pénurie. Et on a, je dirais, un suivi très proche, puisque le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a réuni toute la filière avec mon cabinet. On a fait vraiment un point très précis. Ils nous disent, par rapport, là aussi,
au plus haut des tensions qu'on a vécues en mars 2020, où c'était très tangent, on est beaucoup plus à l'aise par rapport à cet épisode qui est effectivement plus marqué en termes de contagion, mais sur lequel on a aussi beaucoup plus de liberté et de capacité à aller et venir. Pas de congestion à date dans les hôpitaux. Probablement qu'on s'est aussi beaucoup adapté, probablement que le vaccin a clairement créé une différence. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, la moitié des lits, ce sont des personnes non vaccinées. Or, elles ne représentent que 5% de la population. Donc, on voit que le vaccin, il est très puissant pour éviter de développer des formes graves et éviter de peser sur les hôpitaux qui doivent aussi prendre en charge les pathologies classiques, le cancer, et il faut éviter les pertes de chance pour ces patients-là. Alors, la rentrée de janvier a été marquée par les déclarations tonitruantes du président de la République, notamment sur le front de l'épidémie. Et on aimerait savoir quelles ont été les raisons, les arguments qui ont fait le gouvernement, votre gouvernement a plutôt choisi le pass vaccinal plutôt que l'obligation vaccinale. Quelles ont été les raisons qui ont défini ce choix? Le pass vaccinal, il met chacun en situation de responsabilité. Ouais. Vous pouvez choisir de ne pas être vacciné. Mais si vous choisissez de ne pas être vacciné, alors forcément, pour des raisons, je dirais, d'intérêt collectif de l'ensemble des citoyens, vos interactions sociales doivent être plus limitées puisque vous présentez un risque plus élevé. C'est un choix individuel. Chacun peut faire ce choix. Mais en tout état de cause, ce serait exposer inutilement les personnes vaccinées que de les mettre en situation d'être exposés à une multiplicité d'autres personnes, en particulier dans ce moment de contagion féroce du virus Omicron, et c'est exposer les soignants à l'arrivée de patients dans des services qui ne devraient pas arriver, soit parce qu'ils respectent les gestes barrières et limitent leur interaction sociale, soit parce qu'ils sont vaccinés. Quand on regarde les chiffres justement des vaccinés, en France, les plus de 60 ans sont moins vaccinés que dans certains pays, et je pense notamment à l'Espagne. Et par exemple, l'Italie a décidé une obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Donc, est-ce que justement, le fait de mettre, entre guillemets, des barrières sur la sociabilité des Français amène à ce que les plus de 50 ans, voire 60 ans, qui ont parfois une sociabilité différente, ils vont parfois peut-être moins au restaurant, par exemple, où ils n'ont pas d'activité professionnelle, est-ce que justement, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de vacciner les segments de la population qui sont aujourd'hui encore en attente d'être vaccinés, et notamment les populations les plus âgées qui sont les plus à risque. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui bloque et qui crée les désorganisations dont on parlait au tout début? Notamment, il ne faut pas à un moment donné franchir ce pas supplémentaire comme certains pays, la Grèce aussi, sont en train de le faire. Alors aujourd'hui, l'obligation vaccinale est assez limitée en Europe. Et en revanche, le pass vaccinal est très développé en Europe. La plupart des pays l'ont, comme nous, c'est-à-dire un pass vaccinal. Alors, chacun va y mettre ses priorités. Est-ce que c'est l'accès aux salles de concert, aux restaurants, etc. Mais grosso modo, le pass vaccinal dit ceci. Lorsque vous vous vaccinez, vous pouvez vous permettre d'être exposé à plus d'interactions sociales que lorsque vous n'êtes pas vacciné, parce que votre risque est grosso modo 17 à 20 fois inférieur pour être exposé à une forme grave du virus. Bon, donc, c'est ce que nous faisons. Je pense que c'est important de dire que nous continuons à vacciner. Nous continuons à faire cette pédagogie du vaccin. Nous continuons à donner la plus grande transparence possible sur les vaccins. Nous continuons d'ailleurs à appuyer les laboratoires qui développent des vaccins pour avoir une plus grande palette de technologies. Aujourd'hui, les 2 vaccins principaux qui sont utilisés sont des vaccins à ARN messager, mais arriveront assez prochainement, je croise les doigts pour que ce soit d'ici quelques semaines et pas quelques mois, mais on aura des informations bientôt. Les vaccins Valneva et les vaccins Sanofi, qui vont tout de suite, évidemment, en Europe, être sous des formes de rappel et pas sous des formes de vaccination primaire, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc,
on continue à adresser cette population de 5% pour lequel il faut aller vers la vaccination. Le fait que ces vaccins plus classiques peut-être rassurent un certain nombre de réticences. Je ne fais pas les questions, les réponses, mais je pense que plus on a d'armes pour répondre au virus, plus on continue également à chercher sur les médicaments. On a quelques traitements prometteurs qui arrivent enfin, mais vous savez que le temps de développement de ces traitements est plus long que celui de vaccin. Donc, tous les leviers doivent être utilisés. Des leviers les plus basiques et efficaces qui sont les gestes barrières, les masques, le lavage des mains, aux leviers les plus sophistiqués que sont les traitements. Et justement, nous sommes, et là, vous le voyez, chers téléspectateurs de la tribune et de la grande tribune de la présidentielle, encore masqués pour des raisons aussi d'exemplarité, je crois, et puis parce que notre studio est un peu petit et on n'a pas envie, dans cette période de pic épidémique, de montrer aussi le mauvais exemple, voire d'attraper le virus. Donc nous sommes très prudents. Alors, passons peut-être à une deuxième séquence sur l'analyse de la situation politique que vous faites à 3 mois du premier tour. Donc l'impact éventuellement de cette crise épidémique sur la campagne telle qu'elle va pouvoir se dérouler, comment vous voyez les choses, et puis plus globalement, mais Marc reviendra un peu plus en détail dessus, comment vous voyez, on a beaucoup parlé lors des dernières élections et ça se poursuit sous nos yeux, de recomposition de la vie politique française et du paysage politique. Emmanuel Macron en a été un des acteurs. Alors du point de vue de la majorité dont vous êtes représentante, comment vous voyez les choses se passer? Est-ce qu'on va avoir une maison commune? Et le et de droite et de gauche est-il encore d'actualité? Comment est-ce que vous voyez les choses se dessiner pour à la fois la présidentielle et les législatives qui vont arriver juste derrière? Alors, je crois que la majorité présidentielle et ces 5 ans ont montré que cette vision qu'a eu le président de la République de dépasser les clivages habituels de droite et de gauche était une bonne vision. Et que surtout, il réunit autour d'un projet commun des composantes qui sont extrêmement alignées sur l'importance de l'Europe pour la puissance de la France, mais sur le rôle que la France doit avoir au sein de cette Europe, sur le caractère crucial de l'école et du fait que nous devons renforcer encore son efficacité et même, je dirais, remonter les places que nous avons perdues, par exemple, au classement PISA, et sur le caractère essentiel du primaire comme élément de lutte contre l'inégalité des chances. Troisième élément, sur l'assignation à résidence et le fait que le premier de nos combats est l'égalité des chances. Et tout ça, c'est des thèmes de la campagne de 2017. Est-ce que ça peut être encore les thèmes de la campagne de 2020 ? C'est toujours des thèmes de campagne parce que c'est une vision. Et après, vous avez un programme ou des propositions. Mais la vision, elle est partagée. Nous croyons toujours que la meilleure façon de répondre à la pauvreté et à la précarité, c'est de faire en sorte qu'il y ait des emplois et de faire en sorte que ces emplois rémunèrent bien. Et il y a une très grande logique. Plus d'emplois, nous avons créé 1 million d'emplois au cours de ce quinquennat, que ces emplois rémunèrent bien. Nous mettons particulièrement le paquet sur la réindustrialisation. On sait que l'industrie paye mieux que les services en moyenne. Vous avez seulement 5% des emplois industriels qui sont rémunérés au SMIC. Vous en avez 3 fois plus dans le secteur privé en général. Donc nous sommes très cohérents. Beaucoup reste à faire. Mais je crois que nous avons construit les fondations d'une économie puissante et de réponse à ces différentes questions, qu'il s'agisse de la précarité, de la lutte contre la pauvreté, de la parité femmes-hommes, pour prendre ce sujet-là, en menant des réformes qui n'ont pas été faites avant nous. Alors, vous expliquez que le en même temps a toujours lieu, et en même temps, c'est le cas de le dire, il y a de nombreux commentateurs qui expliquent qu'il y a quand même eu une droitisation du gouvernement et du président de la République. Bruno Le Maire lui-même dit qu'il ne trouve pas beaucoup de différence entre Valérie Pécresse et le président de la République. Alors, il fait ça pour banaliser la candidature de Valérie Pécresse, mais qu'en pensez-vous? Et surtout, comment rassurer, si on peut employer ce terme-là, toute une partie des électeurs qui vous avaient suivi en 2017, notamment je pense les électeurs de centre-gauche, et sur un projet quand même renouvelé. Alors je sais que vous êtes en réflexion encore, le gouvernement, le président de la République, sur le prochain projet, sur une éventuelle nouvelle mandature, mais sur quand même quelle base partir. Quel nouveau en même temps, finalement. Quel nouveau en même temps, et notamment du point de vue économique, c'est-à-dire des forces, notamment les salariés, sur des différents éléments. Avec l'impact de la crise, voilà. On voit bien le sujet des salaires, le sujet... Voilà, tout à fait. Quel nouveau en même temps? D'abord, et moi je suis issue, vous le savez, plutôt d'une sensibilité de gauche, j'observe qu'aujourd'hui, le président de la République conserve le soutien
des électeurs de gauche qui l'avaient mené à la présidence. Lorsque vous regardez le volume des voix de la gauche classique, le Parti socialiste, et le fait qu'ils se sont littéralement effondrés, c'est clairement la marque que ces votes sont aujourd'hui en soutien d'Emmanuel Macron. Donc moi, je ne partage pas cette idée de droitisation. Donc le centre-gauche n'a pas quitté Emmanuel Macron. Non, il est même tellement derrière, il est tellement derrière que vous n'avez plus de candidats de gauche crédibles. Enfin, c'est quand même, prenons 2 minutes de recul. C'est la première fois que le Parti socialiste est dans une situation où il ne pourrait ne pas faire 5% et donc rembourser leurs dépenses de campagne. C'est une situation absolument inédite depuis 1920. Enfin, ça fait un siècle. Donc oui, les soutiens de centre-gauche sont avec nous. Et c'est logique, parce qu'ils ne s'arrêtent pas à des dogmes et à des drapeaux. Ils regardent concrètement notre bilan. Lorsqu'on crée 1 million d'emplois, on baisse drastiquement le chômage. Alors là encore, on peut dire, vous savez, 8%, 7%, c'est quand même pas fantastique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que d'autres pays européens sont plus bas en termes de chômage. Mais on a plus baissé le chômage. Lionel Jospin a montré qu'on ne gagne pas sur un bilan. Il avait baissé le chômage, il avait eu comme gagne vous, sur une très vision. forte croissance. On gagne sur une vision. Quelle vision, et on gagne, justement, vous voyez, c'est quoi votre analyse à vous, Agnès Pannier-Runacher, de là d'où vous venez, donc plutôt de la gauche, d'un nouveau deal, d'un nouveau mandat de Macron? Et c'est quoi la vision qu'il faut porter pour cette décennie qui arrive, où il y a des dangers, on va en revenir, des changements extraordinaires à venir, qu'incarne la crise Covid? Cette vision, je l'ai déjà un petit peu développée, mais c'est aussi une vision dans laquelle on ne se complaît pas dans le déclinisme. Moi, je suis frappée par le fait que nos oppositions... Ou que Zemmour parle de grand déclin. Il parle de grand déclassement, par exemple. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Donc, nous avons des oppositions qui se complaisent dans le déclinisme ou qui reviennent aux recettes qu'ils avaient déployées lorsqu'ils étaient aux affaires il y a 10 ans, 10 ans ou 15 ans. Et on ne voit pas par quel miracle, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, ces recettes qui n'ont pas fonctionné quand ils étaient aux affaires et dans des contextes qui n'étaient pas particulièrement différent en réalité, puisque 2008-2009, ça a été une crise financière, beaucoup moins marquée d'ailleurs que celle-ci. 2011-2012, on avait déjà des enjeux de transformation énergétique, climatique, de digitalisation. Eh bien, ça n'a pas marché. Nous avons conservé un chômage de masse, la dette n'a cessé d'augmenter, et donc aujourd'hui, et le potentiel de croissance n'a cessé de s'atténuer. Aujourd'hui, on a montré, au terme de ces 4-5 ans, on n'est pas complètement au bout des 5 ans, que nous étions capables de créer de la croissance, que nous étions capables de créer de l'emploi, que nous étions capables de réindustrialiser le pays. Je vais m'arrêter 1 minute sur ça, parce que pendant 20 ans... On va revenir sur le sujet. On pourra revenir. Non, mais allez-y, donnez. Mais pendant 20 ans, on a détruit chaque année de l'emploi industriel net. Chaque année. Chaque année, on a fermé des usines. Eh bien, l'année dernière, au grand cœur de la crise, on crée 2 fois plus d'usines qu'on en ferme. Et je pense que ces résultats, ils montrent que notre méthode et notre vision fonctionnent. Donc ça doit être la candidature de l'optimisme, d'une certaine façon. C'est la candidature de l'optimisme, c'est la candidature du pragmatisme, parce que nous ne cherchons pas à savoir si la mesure est de droite ou de gauche, nous cherchons à savoir si elle est bonne pour le pays et si elle peut s'appliquer et si elle touche effectivement les Français. Et ça, je crois que c'est essentiel. Les Français feraient bien de vous écouter. Alors, je ne vais pas vous remuer le couteau dans la plaie, mais vous aviez dit pendant la pandémie, sur CNews, vous avez dit c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. La bourse caracole, alors pas qu'en France, dans le monde entier, mais la bourse française en particulier, est particulièrement vibrillonnante. Est-ce que c'est pour vous un vote d'une certaine... D'abord, la preuve que vous êtes une très bonne tradeuse, comme vous auriez pu l'être, en tout cas, comme l'a dit le PCF, ou le Bruno Retailleau avait dit que vous êtes ministre, pas trader. Donc vous êtes plutôt un bon trader, on aurait dû vous écouter. Je suis choquée par cette remarque de Bruno Retailleau. Parce que dire aux Français qu'ils ont intérêt à être propriétaires des entreprises françaises, pour lutter contre la délocalisation, pour avoir leur part de voix dans les conseils d'administration, pour que les entreprises françaises ne soient pas livrées à des fonds de pension américains. C'est précisément prendre le risque
d'avoir des actions de ces entreprises. Et c'était tout mon propos, l'année dernière, en disant, et en plus, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour les Français. Et ça peut être de gauche, c'est pas incompatible. Exactement. C'est typiquement le genre de remarque où vous voyez le dogmatisme ou la bien-pensance qui ressort, et on ne regarde pas le fond des sujets. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'avoir une épargne française qui ne soutient pas nos entreprises? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut se satisfaire de voir que les fonds de pension américains sont plus présents dans nos entreprises que notre épargne française? Non, je ne crois pas. Dans les derniers chiffres de la Banque de France, on voit que l'actionnariat individuel, d'ailleurs, va plutôt à la hausse. Ça remonte un peu. On n'est pas dans les chiffres des années 80 sous Mitterrand. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre d'investir en actions. Il y a aussi une question de façon indirecte, de patrimoine, etc. Mais je crois qui que c'est important de se dire que nous devons reprendre la main sur notre destin. Et que reprendre la main sur notre destin, c'est d'être aussi actifs dans nos entreprises, actifs dans nos grands groupes, mais aussi, et c'est là où nous avons mis l'emphase, c'est d'aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire à se développer et à grandir. Parce que ces entreprises, les PME et les entreprises de taille intermédiaire, sont souvent celles qui ont leur part d'emploi et de production la plus forte sur le territoire français et qui tirent la croissance et tirent l'innovation. Souvent, elles sont très liées à des territoires. D'ailleurs, est-ce que là-dessus, vous n'avez pas un mauvais bilan peut-être sur l'emploi, mais est-ce que là-dessus, vous êtes allé assez loin sur ces entreprises, justement, ETI? Il y avait un objectif d'en doubler le nombre. On voit que c'est très difficile, même si le déclin est stabilisé sur le nombre de ces entreprises. Est-ce que vous avez mis suffisamment le paquet? On a beaucoup parlé de la Startup Nation, bon, c'est bien. Mais est-ce que cette nation de la transmission d'entreprises familiales, elle est suffisamment soutenue? Eh bien, typiquement, c'est un enjeu qu'on n'a pas nécessairement beaucoup médiatisé, mais sur lequel nous avons produit une politique qui n'existait pas avant. La stratégie nation ETI, que nous avons travaillé avec l'ensemble de ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, effectivement souvent patrimoniales, qui réinvestissent dans leur outil de production, qui investissent dans la formation de leurs salariés, qui sont très présentes sur leur territoire, nous a permis, entre autres, d'accompagner, dans le cadre du plan de relance, une entreprise de taille intermédiaire sur 2 industrielle. 1 sur 2, c'est-à-dire qu'au global, on accompagne une entreprise industrielle sur 3, et que sur le cas particulier des entreprises de taille intermédiaire, c'est 1 sur 2 dont nous accélérons les projets de modernisation, les projets de décarbonation, les projets d'innovation et, très important, les projets de localisation de production en France ou de relocalisation. On va y revenir. Peut-être pour finir sur la politique. Voilà, avant d'arriver sur l'économie, Philippe Mabille évoquait la maison commune, la majorité. Alors je vais prendre une question un peu simple, un peu abrupte, mais Édouard Philippe est-il encore utile à Emmanuel Macron pour la prochaine mandature? Mais en fait, je dirais que nous réunissons toutes les figures politiques et les personnalités de la société civile qui croient qu'aujourd'hui, on peut transformer la France et on peut faire en sorte de rebondir, de recréer la recherche sur les territoires et de faire en sorte de sortir de cette situation où votre avenir est lié à l'endroit où vous naissez. Et c'est beaucoup plus prégnant qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, il faut 6 générations pour changer de classe sociale. En France, 6 générations. Dans certains pays européens, il suffit de 2 générations. 2 générations, c'est les grands-parents. Les grands-parents peuvent se dire mes petits-enfants changeront. Là, 6 générations, c'est 2 siècles. Autant dire que c'est le bout du monde. Dans notre pays, lorsque vous êtes une femme, vous n'avez pas du tout les mêmes opportunités que les hommes. Et pourtant, les lois sont extraordinairement avancées dans notre pays. Dans notre pays, lorsque vous naissez dans le bassin minier, qui est le territoire dans lequel j'habite et je m'investis aujourd'hui, vous n'avez pas du tout les mêmes perspectives scolaires, d'accès aux soins, d'emploi que à Paris où je travaille. Alors justement, vous êtes implanté, vous le disiez, dans le bassin minier, dans les Hauts-de-France. Vous avez fait une tentative lors des dernières élections qui n'a pas été couronnée de très grands succès. Est-ce que néanmoins, dans la perspective, vous dites que vous êtes engagé, notamment engagé, ou dans la perspective du scénario politique qui va se dessiner, vous voulez vous engager à nouveau? Est-ce que vous vous présenterez aux législatives? Est-ce que vous, peut-être c'est trop tôt de le dire, en tout cas, est-ce que vous voulez marquer votre empreinte en tant que femme politique et pas simplement femme ministre et haut fonctionnaire?
Alors moi, si je dois m'engager, je m'engagerai là où j'habite et donc je m'engagerai sur ce territoire du bassin minier. Ça, c'est très clair. Je n'ai pas encore tranché de quelle manière se fera cet engagement. Vous avez raison de dire qu'il y a les élections législatives et c'est évidemment une question que je me pose. Mais en tout cas, il est clair que je ferai la campagne présidentielle, en particulier dans le bassin minier, parce que je crois que c'est un territoire qui a été laissé à l'abandon, laissé aux extrêmes. Je rappelle que c'est un territoire où le vote du Rassemblement national dépasse à certains endroits, dans certains bureaux de vote, 50%. Et c'est un des territoires les plus pauvres de France. Et c'est un des territoires où l'espérance de vie est une des plus faibles de France. Donc il y a beaucoup à faire. Et le politique a une responsabilité par rapport à ce territoire, parce que nos prédécesseurs n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été là au moment de la désindustrialisation. Ils n'ont pas été là au moment de la rétraction des services publics, alors que ce territoire a porté la richesse de la France. Il a énormément donné pendant la Première Guerre mondiale. Il a énormément donné aussi dans les mines, dans l'industrie lourde. Et donc, on doit quelque chose à ce territoire. Tous ceux qui ont vu Germinal, feuilleton succès, peuvent penser effectivement pourront s'en souvenir, mais Germinal, c'est l'histoire d'avant. Et nous, ce que nous devons construire, c'est effectivement l'industrie d'après, avec des conditions de travail qui soient quand vous avez dit, alors je ne vais pas le recaricaturer, qu'on peut s'épanouir, trouver du plaisir à travailler dans l'industrie, vous avez voulu exprimer ça, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser pour les hommes, pour les femmes, le travail de l'industrie parce que c'est mieux payé, parce que c'est des métiers qui sont plus... Mais surtout, j'ai emprunté cette expression à un ouvrier qualifié. Un ouvrier qualifié qui a travaillé dans la métallurgie. Lorsque vous faites parler les ouvriers qualifiés dans des métiers comme la métallurgie, dans des métiers comme le verre par exemple, dans des métiers comme l'automobile aussi, vous entendez de la passion. Il faut arrêter de considérer que parce qu'on est un ouvrier, on a un travail inintéressant. C'est comme tout le monde. Vous avez des gens qui sont moins motivés par leur travail, mais vous avez des gens qui sont passionnés par leur travail. Si on parle de rémunération maintenant, l'industrie, je l'ai dit, en moyenne, alors c'est un peu moins vrai de l'agroalimentaire, mais en moyenne, rémunère mieux que la moyenne des secteurs privés. Un soudeur va gagner entre 2 000 et 3 000 euros. On n'est pas sur des rémunérations du SMIC. Hein, on n'est pas un livreur de RD qui travaille. Et je parle d'emplois qui sont avec des conditions de travail qui ont été très fortement améliorées ces dernières années, parce que vous pouvez... Mieux vaut l'usine qu'Amazon, quoi. Vous pouvez équiper, alors je n'irai pas jusque-là, mais vous pouvez équiper un poste de travail avec beaucoup d'éléments pour accompagner le geste, pour faire en sorte que vous ne répétiez pas toujours le même geste, que tout ce qui est port de charge soit pris en charge, etc. C'est plus difficile dans un certain nombre de secteurs. Le bâtiment et les travaux publics, vous êtes toujours en mouvement, donc c'est un peu plus délicat. Et puis surtout, l'industrie a investi sur les conditions de travail. C'est moins le cas d'autres secteurs. On va revenir avec Marc sur l'économie. Je voudrais terminer sur une dernière question qui est une actualité pour vous récente, puisque vous publiez un livre avec Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité hommes-femmes, qui s'appelle « Femmes, ministres et féministes ». Femmes au pluriel, ministres au pluriel, parce que vous êtes deux, et féministes au pluriel. Alors, quand vous observez qu'il y a 4 femmes candidates, déjà potentiellement au moins, dont 2 qui sont clairement installées avec des scores importants, plus Anne Hidalgo et Taubira, donc Marine Le Pen, Taubira, Hidalgo, Pécresse, quand vous voyez des femmes être peut-être en possibilité d'accéder à la responsabilité suprême, comment est-ce que vous faites est-ce que ce livre dit le temps des femmes est venu? Est-ce que vous voulez dire aussi par rapport à la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui était cette égalité homme-femme, il y a encore du travail, il y a encore du chemin? Ce livre, il dit 3 choses. Il dit la première chose, nous avons la chance en France d'avoir une législation des plus avancées au monde et d'avoir fait effectivement des progrès extrêmement importants dans le cadre de ce quinquennat. Je ne reviens pas sur le doublement du congé paternité, qui est en fait essentiel pour les femmes, sur le service public des pensions alimentaires, sur la reconnaissance de maladies comme l'endométriose ou sur la lutte contre la précarité menstruelle, sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu 4 lois en ce sens. Donc, on a vraiment un bilan extrêmement dense, ou l'index d'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour 2 raisons. La première chose, c'est que la France a la capacité de devenir le laboratoire d'excellence de la parité femmes-hommes. Et ça a 2 intérêts.
Le premier intérêt, c'est un intérêt, je dirais, républicain. C'est de respecter notre pacte républicain de la fameuse égalité des chances. Le deuxième intérêt, c'est qu'il est très largement montré par les économistes que lorsque vous permettez aux femmes d'avoir vraiment d'aller jusqu'au bout de leur potentialité, qu'il s'agisse de le faire dans le monde économique, chez les journalistes, dans le monde politique ou dans toute forme d'engagement professionnel, vous tirez vers le haut l'économie d'un pays. Vous tirez vers le haut l'économie d'un pays. Il y a plus de création de valeur, il y a une meilleure transmission, vous avez une meilleure éducation des enfants. C'est très frappant. Et ce n'est pas propre aux pays en développement. On le montre aussi dans des pays matures comme le nôtre. Vous faites 20 propositions dans ce livre. Si vous deviez, notamment dans l'affaire économique, nous en donner une pour inciter à lire ce livre et à regarder, quelles sont l'une ou deux principales que vous souhaitez montrer, qui sont un peu importante pour vous? La première, peut-être, que je dirais qui est une proposition ombrelle, c'est une proposition qui vise à inscrire dans la loi organique le fait qu'il y ait un principe de non-régression du droit des femmes et de mesure systématique de l'impact de nos lois lorsqu'elles peuvent avoir un effet différent entre les hommes et les femmes. Alors, évidemment, lorsque vous parlez de précarité menstruelle, concerne assez nécessairement les femmes. Mais lorsque vous parlez de précarité tout court, il faut savoir que dans la pauvreté, 70% des personnes en situation de pauvreté sont des femmes. Donc ça les concerne plus. Donc tout ce qui est lutte contre la pauvreté, nécessairement impactera plus les femmes. Donc toute régression dans ce domaine impactera les femmes. Et donc cette façon de poser la question et de dire, lorsque vous votez un amendement au projet de loi de finances, un amendement au projet de loi de finances de sécurité sociale, vous avez un impact sur la parité femmes-hommes. Dans toute décision. Donc ça, c'est la règle d'or. Vous connaissez la règle d'or pour le budget. Budgétaire, on va parler on peut faire une règle d'or pour la parité femmes-hommes. Deuxième proposition, c'est d'investir sur les métiers où les femmes sont surreprésentées. Investir d'abord dans les conditions de travail, je pense au service à la personne. Je disais tout à l'heure que dans l'industrie, on avait vraiment amélioré les conditions de travail, on n'était plus en port de charge. Vous aviez éventuellement, vous avez des exosquelettes, des aides diverses. Vous en avez très peu dans les EHPAD, par exemple, pour les aides-soignantes, qui pourtant doivent intervenir pour soulever un patient qui parfois pèse 70, 80, 90 kilos, pour accompagner un patient. Tous ces éléments-là, de gestes répétés, de fatigue, ne sont pas aujourd'hui vraiment soutenus ou sont peut-être pas suffisamment investis. Et nous proposons d'abord d'avoir des crédits de recherche et développement pour développer des améliorations des conditions de travail, des innovations. Deuxièmement, de pouvoir équiper les établissements publics en la matière. Troisièmement, de faire un fast-track pour le crédit impôt recherche pour les acteurs privés qui s'investiraient dans ce sujet-là. Alors, on ne change pas les règles du jeu, simplement on les aide à monter leur dossier parce que pour eux, c'est plutôt nouveau. Et quatrièmement, on s'intéresse à toutes ces carrières et on regarde pas comment on va augmenter les salaires pour augmenter les salaires, mais surtout comment on valorise les compétences de ces personnes. Vous vous apercevez qu'une aide-soignante, elle fait souvent beaucoup plus que le job d'une aide-soignante. Qu'une infirmière, elle fait pas souvent beaucoup plus que le job d'une infirmière. Et la valorisation des acquis de l'expérience, c'est une façon de repositionner ces femmes dans l'ampleur de toutes les missions qu'elles savent assumer et de leur donner de la reconnaissance qui peut être aussi rémunératrice avec des augmentations de salaire, mais qui sont réelles. Sujet qui percole assez bien avec la crise qu'on est en train de traverser, avec il y a déjà eu des mesures, mais certainement insuffisamment compte tenu de la hausse de charges qu'il y a eu dans le secteur de l'hôpital. C'est un travail constant, évidemment. Et puis, vous avez un phénomène qui est que lorsque les conditions de travail deviennent trop difficiles, vous risquez d'avoir des démissions, des démotivations qui entraînent une surcharge pour les autres qui restent. On va parler peut-être de pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre qui commence à arriver dans le secteur de la santé, du soin et du care, comme on dit, qui est un vrai problème pour l'avenir. D'où l'enjeu d'en faire une priorité. Et je pense que les Français aujourd'hui sont prêts à considérer que c'est une priorité qui remonte et pour laquelle peut-être ils sont prêts à soutenir et investir. Alors Marc, peut-être pour revenir sur l'économie, on a un gros quart d'heure pour parler de plusieurs sujets économiques. Peut-être commence... Pour rebondir sur la santé, justement, les soignants d'ailleurs se mobilisent parce qu'ils considèrent qu'il y a, on va dire, déficit d'attention financier, notamment à l'égard de l'hôpital public. Donc, le gouvernement a lancé le Ségur il y a déjà plusieurs mois, mais il considère qu'en gros, il faut encore mettre de l'argent sur la table. Le président de la République a parlé du quoi qu'il en coûte, il y a déjà plusieurs mois au moment de la crise de 2020.
Donc en gros, est-ce que le quoi qu'il en coûte sur tout un tas de sujets stratégiques, notamment la santé, mais pas uniquement, est-ce que là pour le coup ça fera partie d'éventuels axes pour la prochaine mandature? Alors, je crois qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, nous l'avons mis en place à un moment de crise majeure, où collectivement, puisque nous n'avions pas le vaccin à cette époque-là, nous risquions de bloquer le fonctionnement de la société. Et nous devions absolument protéger nos outils de travail et les compétences, et donc les emplois. Et le quoi qu'il en coûte, il tranche avec la politique qui avait été mise en œuvre lors de la précédente crise, qui était une crise moins marquée en plus, qui avait consisté finalement à se reposer sur notre système de sécurité sociale, qui est un puissant amortisseur par rapport à d'autres pays, et donc dire, d'accord, il va y avoir des plans sociaux, mais les gens vont aller au chômage, et le chômage leur permettra de passer la crise. Nous, on n'a pas fait ce calcul-là. On a dit, il ne faut pas que le chômage soit gonflé, il faut absolument garder le lien entre le contrat de travail des personnes et l'entreprise, parce que le jour où ça redémarre, l'entreprise a protégé ses compétences, elle peut tout de suite prendre les contrats et la croissance sera au rendez-vous. Et cette stratégie, elle a fonctionné. C'est-à-dire, nous avons quasiment dépensé à peu près l'équivalent de ce qui a été dépensé entre 2008 et 2009 en points de dette, mais pour des résultats qui sont bien meilleurs. C'est-à-dire que nos résultats, c'est une croissance à 6% en 2021, et donc aujourd'hui plus de 6% en 2021, presque 7% en fait, et 4% en 2022, là où la croissance était nulle en sortie de crise 2008-2009. Nos résultats, c'est un taux de chômage qui est plus bas qu'avant, ou équivalent, voire plus bas qu'avant la crise, alors qu'en 2008-2009, le chômage avait bondi. Et nos résultats... Est-ce que vous n'êtes pas arrivé simplement un peu à la limite de ce raisonnement? C'est-à-dire qu'on est en train... Alors, la question, c'est comment pérenniser tout ça? Et on sait que vous allez devoir débrancher un certain nombre quand même de circuits. Il y a quand même des secteurs qui sont aujourd'hui encore on va dire en Covid long, je pense au tourisme, à l'hôtellerie, qui peuvent redémarrer très très vite, on l'a vu, dès l'été 2020, ça a pu redémarrer. Mais il y a toujours ce risque de stop and go d'une certaine façon. Tout à fait. Comment est-ce que vous... Donc il va falloir accompagner pour vous d'un point de vue économique. On est sorti du quoi qu'il en coûte il y a longtemps. Oui. Ça fait plus d'un an qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte. Là, on est sur du sur-mesure. Vous avez un nombre d'entreprises... Vous avez remplacé le quoi qu'il en coûte par le sur-mesure. Par du sur-mesure. Et vous avez un nombre d'entreprises qui sont concernées par ces mesures, qui sont drastiquement plus faibles. Je rappelle que, par exemple, tout le secteur de l'événementiel, etc., qui a été accompagné, c'est 4% de l'économie. Ce n'est pas 100% de l'économie, comme on l'entend parfois. Et la plupart des entreprises ne sont pas aujourd'hui... ne bénéficient pas aujourd'hui de soutien particulier du public parce qu'elles fonctionnent, et certaines fonctionnent très bien. La preuve, sinon on n'aurait pas 6% de croissance. Donc ce n'est pas de la croissance avec du soutien public comme je l'entends ici et là. Bien au contraire. Ce potentiel de croissance, il va permettre de tirer l'économie. Et le deuxième pari que nous faisons, c'est de réinvestir dans tous les sujets qui créent de la croissance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple, le niveau d'industrie dans un pays est souvent corrélé au niveau scientifique d'un pays. Vous prenez la Finlande, vous prenez la Suède, vous prenez la Corée du Sud, vous voyez les États-Unis et le recul auquel ils font face aujourd'hui. Vous voyez ce lien. Nous devons réinvestir dans l'école. Nous avons commencé à le faire avec Jean-Michel Blanquer, mais nous devons investir depuis le primaire jusqu'aux doctorants qui sont, je dirais, l'alpha et l'oméga de la recherche. En les payant mieux aussi, d'ailleurs. Nous devons réinvestir dans la recherche. Nous l'avons fait avec la loi pluriannuelle de financement de la recherche. Nous devons réinvestir dans la santé. Je rappelle que la santé, c'est aussi une façon de soutenir l'économie. Les études économétriques le montrent très bien. Nous investissons massivement avec le plan France 2030 dans l'innovation et de nouvelles filières industrielles sur lesquelles on n'a pas de retard parce qu'elles n'existent pas encore et on a des atouts parce qu'on a des acteurs PME, start-up, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes qui ont des positions très importantes. Je pense à l'hydrogène vert, je pense aux batteries électriques. Donc, on a du potentiel et notre vision, c'est de faire en sorte d'accélérer ce potentiel avec les bons outils économiques et financiers. Et donc,
là, on n'est pas dans une logique de creuser le déficit public. On est dans une logique de retour sur investissement. Et de sortir Quand on des met règles de l'argent, c'est pour aller plus loin et créer plus de valeur, potentiel plus de croissance richesse pour l'ensemble. en sortant un peu des critères de Maastricht, comme essaye de le négocier Bruno Le Maire. En ayant une vision qui soit, je dirais, plus sophistiquée des critères de Maastricht. Il ne s'agit pas de dire que la dépense publique, c'est bien. Ce n'est pas le sujet. Il s'agit de dire qu'il y a de l'investissement public qui est au bénéfice de tous les Français et qui crée de la richesse. Et qu'il y a de la dépense publique qui, en revanche, eh bien, chaque année, ça revient, mais malheureusement, ça ne crée pas grand-chose. Au niveau de l'Union européenne, justement, parce que vous évoquiez la question de Maastricht et des critères, en gros, quels sont nos partenaires qui ont la même vision de ce point de vue-là par rapport aux autres États membres? Est-ce que c'est une vision qui vous semble partagée par... Dans le cadre de la présidence française, voilà, est-ce qu'on va arriver à créer un socle commun sur tous ces sujets? Ce n'est pas une discussion qui va se faire sur le temps court, ça c'est très clair. Par contre, on a un changement de position de beaucoup de pays qui, historiquement et culturellement, étaient plutôt méfiants à l'égard de l'investissement dans l'économie. Je pense à des pays comme la Suède, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, qui considèrent aujourd'hui qu'effectivement, il y a deux transformations majeures qui sont à l'œuvre dans l'économie, la transformation numérique et la transformation environnementale, que ces transformations, c'est un risque pour les entreprises si elles ne prennent pas suffisamment rapidement ces virages-là et peuvent détruire l'économie, et qu'inversement, c'est une opportunité puisque ça va redistribuer les parts de production au plan mondial. Et que donc, c'est le moment de s'en saisir. C'est d'autant plus le moment de s'en saisir que la transformation numérique a une vertu, c'est qu'elle est particulièrement favorable aux pays qui ont des populations bien formées et des coûts du travail plus élevés que la moyenne. Parce qu'au fond, elle va amener les gens à se concentrer sur les tâches où l'humain a de la valeur ajoutée, et donc elle va permettre de mieux rémunérer, tout en permettant de gagner des gains de part de marché, des gains de productivité très importants. Donc c'est vraiment un atout. J'avais une entreprise de la sous-traitance automobile qui me disait, lorsque j'investis en France, j'ai un retour sur investissement de 18 mois dans tout ce qui est digitalisation de mes chaînes de production. C'est évidemment beaucoup plus long en Asie. Et donc ça, c'est un atout. Et donc il faut qu'on accélère. Donc je pense qu'on est en train de créer un... En fait, nos positions sont en train de converger. Nous avons tous été frappés par la crise. Nous avons tous constaté qu'il y avait des manques dans l'industrie européenne. Lorsqu'on parle de la santé, tout le monde a pu toucher du doigt assez concrètement que 80% des principes actifs étaient produits hors d'Europe. Ça a été un réveil collectif difficile, mais utile. Nous avons tous constaté que certains pays ne jouaient pas avec les mêmes règles du jeu que nous et probablement avaient des formes de prédation sur l'économie européenne et qu'il fallait agir et arrêter d'être naïf. Qu'on ne pouvait pas faire son marché de start-up comme ça, alors qu'on était lourdement subventionné par son pays d'origine. Donc voilà autant d'éléments qui font qu'on a une convergence de pays comme, je vous le dis, moi je vois les Pays-Bas qui ont bougé, la Suède, l'Allemagne, évidemment l'Italie et l'Espagne sont assez proches de nos positions historiquement. Même la Pologne sur la question de la transition environnementale est aussi assez active parce qu'elle voit bien qu'elle doit faire cette transformation. Et donc, je pense qu'on touche tous du doigt les défis qui sont devant nous, on touche tous du doigt que l'investissement est un des éléments clés pour accélérer cette transformation et maintenant il faut mettre en place une gouvernance qui nous permet d'aller vite et de faire en sorte qu'on passe moins de temps sur ce qui nous différencie que ce qui nous permet d'être plus forts par rapport aux grandes nations qui sont de production, je pense aux États-Unis et à la Chine par exemple. Alors Madame la Ministre, on approche de la fin de cette discussion, on va se prendre, si vous avez le temps quand même, encore 5 minutes pour parler de 2 grands sujets, avec Marc peut-être plus d'énergie, de prix d'électricité qui explose. Et puis, avec moi, et on commence par ça, le temps que Marc revienne, sur l'industrie automobile. S'il y a un secteur qui est impacté là de plein fouet par cette transition écologique, c'est bien l'industrie automobile. Elle doit s'électrifier à toute vitesse avec des enjeux de transition, comme vous le savez. Est-ce que vous pensez que l'industrie automobile française peut en sortir indemne en termes d'emploi? On parle de 100 à 150 000 pertes d'emploi, risque de perte d'emploi dans ce secteur dans sa globalité. Est-ce que vous sentez venir, on vient de voir là le grand Veolia qui vient de bouffer une partie de Suez, donc on voit des concentrations dans certains secteurs. Est-ce que dans l'automobile, on va devoir assister à ce type de mouvement? Qu'est-ce que vous
voyez venir? Est-ce que vous êtes un peu, pas comme certains qu'on rencontre, nous on les voit, ils sont quand même assez inquiets et ils attendent quand même, alors je ne sais pas si c'est un soutien public, mais en tout cas un accompagnement de cette transition très fort. Alors, vous avez raison, le secteur automobile est probablement celui qui est en train de traverser la transformation la plus brutale de notre économie. De son histoire. Et de son histoire, puisqu'en fait, il réinvente complètement son modèle de production, grosso modo un siècle après avoir mis en vente les premiers véhicules. C'est une transformation qui est écologique, vous l'avez dit, c'est une transformation aussi qui vise à produire des véhicules autonomes et qui vise à produire des véhicules connectés. Donc vous prenez 3 transformations dans la figure d'un coup. Par rapport à ça, il y a plusieurs choses. D'abord, je suis confiante sur le fait que les grands producteurs ont pris ce virage et sont en train d'accélérer et de trouver les bons leviers pour mener ces transformations. Sur le tard. Forme d'accélération, vous avez raison de dire que la conscience était moins présente il y a 3 ans. La deuxième chose, c'est que le tissu de sous-traitants est évidemment fragilisé et que nous devons, c'est notre responsabilité et c'est un point que nous portons tant au niveau européen que nationalement, nous devons effectivement être dans l'accompagnement. Ça ne se fera pas sans accompagnement. Nous avons d'ailleurs, avec le plan de relance, accompagné plus de 400 entreprises de la sous-traitance automobile, là encore, pour les aider à se moderniser, pour les aider à se diversifier, pour ne pas être prisonnières d'un certain type de pièces qui seraient amenées à disparaître dans 10 ans, pour les aider aussi à gérer la question de l'empreinte carbone, puisque ça leur sera demandé par les donneurs d'ordre. Avec des succès variés, hein. On voit l'usine Bosch de Rodez, enfin, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la capacité Oui, mais ces 400 entreprises que je vous cite, ce ne sont pas des entreprises en difficulté, c'est des entreprises qui prennent le virage. Et vous avez effectivement des entreprises pour lesquelles la transformation est probablement tellement brutale qu'elles se retrouvent en difficulté. J'observe une chose, c'est que souvent celles qui se retrouvent en difficulté l'étaient déjà avant 2017. Les dossiers qu'on cite souvent, notamment de fonderie, sont des dossiers qui étaient en redressement judiciaire, je pense à la SAM était en redressement judiciaire en 2017, Fonderie Aluminium et Fonderie du Poitou étaient en redressement judiciaire en 2018. Donc, ce n'est pas des dossiers nouveaux, c'est des dossiers d'entreprise qui étaient vraiment au fil de l'eau en difficulté et pour lesquels cet effort supplémentaire est vraiment le coup fatal pour pouvoir rebondir. Et le troisième point que vous vouliez évoquer Et le troisième point, c'est l'action au niveau européen. Avec les nouvelles filières. La position que nous avons, c'est de recréer des filières industrielles où il y a de l'emploi. Donc, on va effectivement substituer un type d'emploi des emplois par d'autres. Je pense aux batteries électriques. Une gigafactory de batteries électriques, c'est 1500 à 2500 emplois. Donc, ce n'est pas l'épaisseur du trait. On veut en faire 5 en France. Hein, on veut en faire plutôt 3 à 4. En tout cas, il y en a 3 qui sont quasiment... Enfin, 2 qui sont d'ores et déjà en construction, une qui est quasiment atterrie et potentiellement une 4e. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir servir notre marché de production. On n'a pas... C'est-à-dire qu'importer des batteries de Chine, ce n'est pas un super bilan carbone. Hein. Non, tout à fait. Et c'est là où l'Europe peut jouer son rôle. Bien sûr. Dans le travail qu'on mène dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, il y a un règlement batterie. C'est de dire, une batterie qui est sur le marché, qui est commercialisée sur le marché européen, elle doit avoir un contenu carbone qui est raisonnable. Et donc, si elle n'a pas ce contenu carbone, ce n'est pas possible d'être vendue. Est-ce que c'est un tabou de poser la question de savoir s'il y aura toujours 2 constructeurs à la fin de la décennie en France, de grands constructeurs automobiles ? Je pense qu'on a beaucoup fantasmé sur le fait que ces 2 constructeurs auraient vocation à se marier. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que ce soit nécessairement le scénario central. J'observe que Stellantis a trouvé une assise avec l'opération Fiat. Renault est un très grand groupe avec Nissan et Mitsubishi. Donc, moi, mon enjeu est clairement aujourd'hui que ces constructeurs fassent leur mutation, surtout qu'ils développent également une culture du temps long avec leurs sous-traitants. Parce que je pense aujourd'hui, et je connais bien ce secteur pour y avoir travaillé, qu'on est encore dans une culture du temps court, de la protection de la trésorerie à très court terme, et que parfois on soit amené à prendre des décisions où on pousse les efforts vers les sous-traitants au risque de les mettre en grande difficulté. Créer une filière plus solidaire en fait. Et derrière, on le paye au prix fort quand on n'a plus de sous-traitants en proximité. Un peu le modèle aéronautique, plus de solidarité dans la filière. Exactement, et on le voit dans l'aéronautique qui a traversé une crise historique. Finalement, qui est toujours un peu, mais... Finalement, ils s'en sortent pas si mal, et notamment parce qu'ils ont cette solidarité et qu'à chaque fois qu'il y avait une entreprise qui était vraiment sur le point d'échapper et qui était critique pour la chaîne de valeur,
quelqu'un allait la rattraper. Marc, sur les 3 minutes pour terminer sur l'industrie, 3-4 minutes. Sur l'énergie, ça va être très court sur l'énergie, mais c'est un enjeu considérable. Vous avez dit tout à l'heure, il faut aller vite. Alors justement, EDF l'a annoncé qu'un retard supplémentaire pour le fonctionnement de l'EPR de Flamanville. C'est un feuilleton qui n'en finit pas, mais on parle aujourd'hui de 2023. Je crois d'ailleurs que le président de la République en était conscient parce qu'il avait glissé une formule qui allait dans ce sens-là au mois de décembre. Il a annoncé par ailleurs sa volonté de relancer la filière nucléaire. Donc en gros, face à ces contretemps, dont vous n'étiez pas forcément, on va dire, à l'origine, comment faire pour aller vite, là, justement, sur le dossier énergétique, notamment par rapport à nos partenaires. Et est-ce que la technologie EPR, comme essaye de le démontrer EDF, est la seule solution pour la filière nucléaire? Voilà, en gros, les grandes pistes aujourd'hui du gouvernement sur notamment cette filière nucléaire. Est-ce que la France aujourd'hui peut encore jouer toute seule sur le dossier nucléaire? Est-ce qu'elle ne doit pas trouver des partenaires internationaux? Alors, la stratégie du président de la République en matière d'énergie, elle est très claire. La première chose, c'est une stratégie qui est étayée par ce travail qui a été confié à RTE et qui a associé 40 experts et conduit à interroger 4000 personnes pour vraiment produire des scénarios d'électrification, parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a besoin de plus de nucléaire parce qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Parce que si notre voiture fonctionne à l'électricité, notre chauffage à l'électricité, nos usines à l'électricité, forcément, ça va augmenter le besoin de production. Donc par rapport à ça, on a 3 piliers. Avec des programmes extrêmement ambitieux. Le premier pilier, c'est l'efficacité énergétique. C'est pour ça qu'on a mis cet effort sur la rénovation thermique, mais c'est un énorme pilier qui est souvent un petit peu sous-estimé. Le deuxième pilier, c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on commence à sortir notamment des projets d'éolien marin. Les projets d'éolien marin ont un mérite, c'est que c'est des gros projets de plusieurs gigawattheures. Et ça sera, dans la décennie qui s'ouvre de 2020 à 2030, certainement des compléments absolument essentiels pour nous permettre d'augmenter notre production énergétique. Et le troisième pilier, c'est le nucléaire. Le pilier du nucléaire, on va dire qu'il rentre en scène à partir de 2030 et après, compte tenu des temps de construction et de mise en sécurité des installations. Ce que nous faisons aujourd'hui comme pari, c'est qu'il faut réinvestir sur les compétences. Ce qui se passe sur l'EPR montre qu'on a perdu de notre superbe en termes de compétences, en termes de suivi de projet, en termes de sous-traitance. Nous l'avons fait dans le plan de relance. Nous avons accompagné une quarantaine d'entreprises de sous-traitance clés avec le plan de relance pour les monter et leur permettre là aussi d'accélérer leur modernisation. Nous avons déjà anticipé le fait qu'il fallait travailler sur la nouvelle génération de réacteurs avec le plan France 2030, où nous mettons 1 milliard d'euros sur la table, pas pour construire des réacteurs, mais pour travailler sur ces innovations de rupture, des réacteurs de plus petite taille, et en étant très ouverts sur les technologies. Donc, pas nécessairement des technologies EDF, mais des technologies qui peuvent provenir d'acteurs émergents français, étrangers ou en consortium. Et puis, aujourd'hui, nous avons une technologie disponible qu'on peut améliorer incrémentalement et qui est la technologie qui nous permet de commencer à sortir des réacteurs à partir de 2030. Donc, vous voyez, le plan, il est construit de manière très logique, très pragmatique et encore une fois, sur une chose auquel on est extrêmement attaché, c'est des faits et des chiffres, pas des dogmes et pas de l'idéologie. Bien, écoutez, je crois qu'on a tenu le temps. On pourrait continuer pendant très longtemps à vous parler d'industrie, mais je pense que peut-être vous reviendrez d'abord. Et à ces 3 mois du premier tour, on était ravis en tout cas de recevoir la ministre de l'Industrie, qui sort un livre, je le redis, donc, sur la parité femmes-hommes avec Elisabeth Moreno. Avec Elisabeth Moreno, qu'on pourrait très bien inviter d'ailleurs. Que vous devriez inviter. On le fera, mais elle est déjà venue. Pardon, elle est déjà venue dans une autre émission. Mais on peut tout à fait le lui lancer. Et donc, ça s'appelle Femmes, ministres et féministes. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être passée par les studios de la Tribune. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, merci Marc.